Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info dans cette nouvelle édition dont voici tout de suite le sommaire. À Washington, un accord vient d'être signé entre les États-Unis et Monaco. L'objectif, renforcer la coopération économique et culturelle entre les deux pays. Le prince Albert II s'est rendu sur l'île Saint-Honorat aujourd'hui pour assister à une messe particulière, nous y étions. Le goût de l'Ovalie se confirme en principauté avec une première édition réussie du Monaco Sevens, tournoi de rugby à 7 réunissant 16 équipes de Monaco et de l'international. Et puis Katerina Fede, coprésidente du collectif Help Ukraine Monaco, actuellement à Kiev, sera en duplex avec nous pour nous parler d'une belle initiative menée notamment auprès des vétérans de guerre. Nous ouvrons donc ce journal aux États-Unis où l'ambassadeur de Monaco à Washington a signé un accord avec la commission du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Les deux pays se rejoignent dans plusieurs domaines, l'art, l'environnement ou encore le spatial, et entendent renforcer leur coopération. C'est ce que nous explique notre correspondant Bastien Bory. À quelques rues d'une Maison-Blanche absorbée par l'actualité politique, une initiative non partisane replace le 250e anniversaire de l'indépendance américaine dans un temps plus long, celui d'un canal ouvert en 1866. Cette année-là, la principauté devenait l'un des premiers pays au monde à établir des relations commerciales et consulaires avec Washington. Aujourd'hui, la diplomatie ne se passe plus d'État à État uniquement, mais elle passe plutôt par une capacité de faire vivre un récit, de créer des passerelles entre l'histoire, la culture et l'avenir. Pour nous, cet accord nous permet non seulement de valoriser notre histoire ancienne avec les États-Unis, mais aussi de présenter une image engagée qui est ouverte et prête à contribuer à sa propre échelle à des discussions internationales de haut niveau. As I mentioned in my formal remarks, as part of the signing of this memorandum of understanding, is the ability to recognize that the United States really is this nation of nations. I mentioned earlier that we are one of the few countries that have just about every other country represented in it. So while we are not the world is us. And so the influence in terms of what other countries have done to be part of not just our founding, but our ongoing culture is very, very important to recognize. Soutenu par le réseau consulaire monégasque aux États-Unis, cet accord bénéficie aussi aux missions culturelles, dont celle de la Fondation Princesse Grace, qui a lancé les carrières de centaines d'artistes américains en les faisant connaître du monde de la scène et du cinéma. Talent is a baseline. However, I would say what's even more important, of course, is the financial help. I think that is so vital, especially for artists, giving them that springboard to be able to create the art they want, get it to the audiences that they want to share with. But I would say, as an artist myself, it is that nod of confidence. It's being seen by a group you respect, by an institution that you look up to. But not only that, you're joining a community of other artists and joining a network of people that can be collaborators and support and inspiration. And I think it's your community and it's your foundation that helps you really go towards the future as an artist. Un accord qui prolonge également la coopération en matière environnementale, car si l'administration Trump et Monaco ont deux approches différentes face au changement climatique, les dizaines de projets soutenus aux États-Unis par la Fondation Prince Albert II maintiennent le cap sur la transition énergétique. The leadership that the Prince Albert Foundation provides internationally is tremendous and will hopefully help us stay the course while we wait for more favorable administrations in the future. I guarantee that when we do have administration that will put in an effective policy, whether it's a cap and trade, whether it's a carbon tax, whether it's some other mechanism, that as long as it's well thought out and it allows the market to play, American business will solve this problem. Et si les arts et l'environnement sont des préoccupations partagées, l'espace en est une autre via des programmes conjoints menés avec la société américaine Axiom Space et la NASA, dont l'ancien directeur donnera au mois de mai une série de conférences en principauté. My crew, the crew that flew on the 24th flight of the Space Shuttle, early in the Space Shuttle program, we had a reunion
And the crew went to Monaco at the request of Ambassador Maggie. And as a result of that, I think there is industry that I will visit in Monaco, space industry, that came as a result of that initial visit by the astronauts. So I'm really looking forward to this. Les entreprises comme Venturi, une compagnie monégasque qui fait une coopération avec Astrolab et donc notre compagnie Axiom Space pour faire une sorte de véhicule qui va aller sur la Lune. Et puis avec SSI qui est une opérateur de satellites, qu'avec Axiom on a aussi une coopération pour trouver un moyen de lancer un monégasque à l'espace. Alors entre tout ça, je crois qu'avec le démographique des gens de Monaco, on a beaucoup d'opportunités de faire le business là-bas. Et donc je suis assez optimiste. Direction à présent les îles de Lérins au large de Cannes. La principauté entretient également des liens discrets mais solides avec l'archipel. Le prince Albert II assistait à une messe à la chapelle de l'île Saint-Honorat ce matin. Les précisions dans ce reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Humbert. L'île Saint-Honorat offre un refuge hors du temps rythmé par les moines de l'abbaye de Lérins. Entre nature préservée et silence, le lieu porte aussi l'empreinte de la principauté, dont Augustin Grimaldi, figure liée à l'histoire de Monaco. Une messe en présence du souverain a marqué la vie monastère, avec l'arrivée d'un nouvel abbé dans la continuité d'une tradition toujours vivante. Les liens entre le Saint-Honorat et Monaco sont anciens puisqu'ils remontent à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, lorsque deux Grimaldi se sont succédés comme abbés commendataires, Jean-André d'abord, puis Augustin Grimaldi. Et Augustin, évidemment, a un lien particulier avec Monaco puisqu'il a été seigneur de Monaco entre 1523 et sa mort 1532. Donc en réalité, aujourd'hui, la bénédiction du nouvel abbé de Lérins correspond à la rencontre de deux prédécesseurs. Le souverain a comme prédécesseur Augustin Grimaldi et le nouvel abbé Don Jean-Marie Gervais a aussi comme prédécesseur Augustin Grimaldi. Le prince souverain a je crois une affection particulière pour cette île depuis sa jeunesse. Il y vient assez régulièrement et il n'a pas manqué dans le grand programme de restauration, notamment du monastère fortifié, d'apporter sa contribution. Monastères fortifiés, chapelles anciennes, un héritage qui demande entretien et attention. Dans ce cadre, le soutien de la principauté s'inscrit dans la continuité d'un lien historique au service de la préservation de ces lieux chargés de mémoire. C'est important d'abord géographiquement. Si j'ai bien compris, dans l'histoire, il y a eu au moins un bon abbé commendataire Grimaldi qui a beaucoup contribué à redresser le monastère. Donc c'est simplement y être fidèle. C'est un des poumons. Donc perdre un poumon, c'est toujours dommage pour la respiration. Alors il vaut mieux les garder. Ils ont une bonne chance. Ils sont sur une île. Ils ont été très intelligents. Ils ont mis de la vigne. Et donc on ne va pas en faire des immeubles. Donc ils sont tranquilles pour un certain temps. Alors il ne reste plus qu'à cultiver, c'est tout. C'est comme ça. Entre mémoire princière et silence monastique, les îles de Lérins perpétuent un héritage rare où l'histoire de Monaco trouve encore un écho discret mais vivant. Parlons sport, parlons rugby, c'est une première réussie. Baigné de soleil, le stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil a vibré toute la journée d'hier au rythme du Monaco Sevens. 16 équipes masculines et féminines de rugby à 7 de Monaco et de l'international se sont affrontées dans une ambiance conviviale. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Monaco tient enfin son tournoi international de rugby à 7. Au programme hier, des rencontres spectaculaires. Les hommes dans la catégorie Open, l'équipe de la Fédération monégasque de rugby a brillé en remportant tous ses matchs et en soulevant le trophée après une victoire 40-12 face au rugby club de Digne, sous les yeux de sa présidente, la princesse Charlène, et du prince souverain. On a gagné cet hiver le Winter Seven à Blagnac et ça nous tenait à cœur vraiment de performer à Monaco pour ce premier Monaco Sevens. Donc en plus sous les yeux de notre présidente, la princesse Charlène. Donc on est super contents, on s'était fixé un objectif, on l'a atteint. Bravo aux joueurs, bravo au staff, on est super heureux.
Chez les féminines, les Oumoussa ont signé 2 belles victoires contre les Italiennes 35-5 et les Géorgiennes 46-5 avant de s'incliner en finale face à la sélection nationale polonaise 27-19. Nouvel essai, c'est parti. L'autre équipe masculine, les Impies, étaient engagées dans la catégorie élite et ont terminé 3e. Malgré 2 belles victoires face aux Seven des Landes et aux Wombats, ils se sont malheureusement inclinés 14-12 face à l'équipe de Dubaï. Chaque année, on progresse à la fois avec la fédération, à la fois avec le club, à la fois avec notre franchise des Impies. Le rugby, ça progresse. Du coup, voilà, on va dire que ce tournoi performe bien et qu'on est aujourd'hui pas au sommet, mais on se rapproche un petit peu des bons événements. C'est une grande fierté et que j'espère qu'on va continuer comme ça. Il y avait aussi une grosse performance de Oumoussa, ils ont fini en finale, et l'équipe d'Impies qui a fini 3e place. Toutes les équipes sont sur le podium. Après la cérémonie de remise des trophées, s'est tenue la grande finale élite qui opposait Dubaï à l'équipe parisienne les 70s. Le coup d'envoi a été donné par la princesse Charlène et le champion olympique Antoine Zegdar. Et c'est l'équipe des 70s qui s'est imposée 35-14 pour clôturer une grande journée de rugby, un sport dans lequel la principauté ne cesse de se développer. Par l'équipe française des 70s. Et moment marquant du tournoi, l'hommage à Christophe Dominici. Un mini-film sur la carrière de l'ancien international français décédé en 2020 a été projeté sur écran géant en présence de son épouse, sa fille et du journaliste sportif et commentateur phare du rugby sur France Télévisions, Mathieu Lartaud. Je vous propose de l'écouter au micro de Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Je suis venu pour célébrer la mémoire de Christophe Dominici qui entoure un petit peu cet événement avec sa femme, ses enfants. Et puis pour découvrir ce beau tournoi de 7, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment un bon moment. Une grande première pour moi et j'espère de pouvoir revenir les années futures. Le niveau de jeu est extraordinaire. On a vu les 70s qui sont une équipe quand même assez redoutable parce qu'il y a pas mal de joueurs qui évoluent sur le circuit professionnel. Monaco avait organisé le tournoi qualificatif olympique pour les Jeux de Paris 2024. Donc il y a quand même une petite histoire entre le 7 et Monaco. Et globalement, la journée a été vraiment belle avec des belles équipes. On a vu un niveau de jeu en finale, notamment avec 2-3 Fidjiens qui étaient assez redoutables. Et puis les filles, moi j'ai été très surpris du niveau affiché. Alors la Pologne, je crois que c'est la 3e équipe en Europe qui remporte le tournoi. Donc ça veut dire que le niveau était vraiment au rendez-vous. Et puis on entend là les vainqueurs célébrer. Donc je crois que tout le monde a pris beaucoup de plaisir et c'est ça l'essentiel. C'était une belle journée, bien organisée, avec beaucoup de rythme. C'est ça qui est plaisant dans le 7. C'est que le format aussi se prête à des journées en continu comme ça. Il y a toujours du jeu, il y a de l'ambiance et tout. Donc c'était vraiment un très bon moment. Avant de refermer cette page sport dédiée au basket, un point avec vous, Gaëtan Lebrun, sur ces quarts de finale des playoffs d'Euroleague et la série qui oppose Monaco à l'Olympiakos. Après les 2 premiers matchs à Athènes, les Monégasques se retrouvent dos au mur avant la réception des Grecs cette semaine. La rencontre de mardi sera capitale, Gaëtan. La Roca Team n'a plus le droit à l'erreur après un premier match compliqué au Pirée mardi soir où les Monégasques ont coulé en seconde période malgré une bonne entame de match. Les hommes de Manuchar Markovic-Vili ont fait preuve de beaucoup de maladresse avec un bilan de 4 sur 28 à 3 points et se sont inclinés 91-70. L'objectif pour Monaco était de ramener au moins une victoire de ces 2 déplacements à Athènes afin de récupérer l'avantage du terrain. Mais malheureusement, jeudi soir, lors du match 2, les Monégasques ont cédé rapidement face à l'intensité mise par l'Olympiakos. La Roca Team s'est inclinée de 30 points, 94-64, lors d'une rencontre marquée tout d'abord par la sortie sur blessure de Daniel Theis et ensuite par l'expulsion de Mike James peu avant la mi-temps, après 2 fautes techniques pour avoir réclamé de façon trop véhémente auprès des arbitres. Mené 2-0, Monaco recevra l'Olympiakos à 2 reprises cette semaine, à commencer par le match 3 ce mardi, et devront remporter leurs 2 rencontres à domicile pour espérer réaliser un comeback historique lors d'un potentiel match 5 décisif qui aura lieu une nouvelle fois sur le parquet de l'Olympiakos. Merci Gaëtan. Nous allons aborder maintenant un tout autre sujet avec la cofondatrice d'Help for Ukraine. Actuellement à Kiev, le collectif monégasque est témoin de la situation toujours instable et vient en aide à la population depuis le début de la guerre. Katerina Fédé, bonsoir. Bonsoir Monaco, bonsoir studio. Merci beaucoup d'être avec nous alors que vous vous trouvez actuellement dans la capitale ukrainienne. Quelle est la situation sur place? Il est vrai que l'Ukraine n'est plus au centre de l'attention médiatique et pourtant le pays continue d'être ciblé par des frappes russes.
C'est comme vous avez dit, ça continue toujours et ça n'arrête pas. Les jours et les nuits, ça reste toujours pareil. Il y a toujours les attaques de drones, des missiles. On a des alertes aériennes en permanence. Ça empêche aux enfants d'étudier. Ça empêche les gens à aller travailler parce que, comme vous savez, Kiev, il se trouve sur une rivière. Donc, il y a la rive gauche et la rive droite. Donc, si le métro ne fonctionne pas, bien sûr que les gens, ils peuvent plus aller au travail, ils peuvent plus rien faire, ils restent coincés dans le transport. Depuis le début de la guerre en 2022, vous soutenez l'Ukraine par le biais de collectes notamment. Quelles ont été les grandes actions humanitaires et de soutien au peuple ukrainien que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui ? Alors, au début, on a commencé par l'aide humanitaire, comme tout le monde. Donc, c'était de l'eau, la nourriture, pour les enfants, pour les personnes âgées, les choses. Et après, on est parti plus loin parce que on a commencé à reconstruire les sous-sols, surtout dans les écoles, dans les internats, dans les orphelinats, pour que les enfants continuent à faire les études, continuent à emmener leur vie normale. Et parce que en Ukraine, c'était la loi, donc les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. L'école elle devait être fermée s'il n'y a pas le sous-sol. Donc ça coupait, ça gâchait toute la scolarité. Et tout récemment, vous avez développé une initiative autour du para-ice hockey. À qui est-elle destinée ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est le projet que je préfère en ce moment parce que je vois le résultat, surtout le résultat psychologique qu'on peut avoir. C'est surtout pour les vétérans de guerre et aussi pour les personnes qui sont devenues handicapées à cause des frappes, des missiles et tout ça. Donc, quand on a commencé à créer cette équipe, on voyait des gens qui voulaient plus vivre, qui avaient perdu leurs jambes, donc la vie elle était plus pareille pour eux. Et maintenant, quand je les vois au bout de cette saison de hockey, ils sont super contents, ils ont trouvé leur espoir, ils ont une motivation superbe. Et maintenant, on a fait cette semaine, on a eu aussi un événement super parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les orphelinats et les orphelinats pour les enfants handicapés. Et maintenant, tous les enfants ils demandent à leur professeur quand est-ce qu'on retourne, quand est-ce qu'on y va, est-ce qu'on peut faire du hockey. Et c'était génial. Vraiment, ça me touche beaucoup et je suis très contente qu'on peut participer et faire des choses comme ça. Le sport, vous le voyez, ça permet de se reconstruire ? Oui, bien sûr. Avec le sport, on peut se retrouver, on peut se construire des projets, on peut se projeter sur un long terme. Donc, par exemple, pour les vétérans, quand ils sont dans une situation de dépression, ils voient au bout du bout que si je fais ça, si je fais l'entraînement 3 fois par semaine, après, je peux faire un tournoi. Et après, ce sera pas un tournoi en Ukraine, ça sera international. Donc, ça nous donne des buts. Et c'est super. Et les femmes aussi viennent, des vétérans, les enfants. On fait beaucoup de choses ensemble. On fait des fêtes, on fait des sushis, des pizzas, on danse, on chante, on fait plein de choses. Donc, ça permet de rester en famille et faire le sport. Et ils ont construit tout un groupe d'intérêt où ils peuvent passer du temps, se parler. C'est génial. Et est-ce que l'Ukraine peut compter sur l'aide de la communauté internationale ? Vous aidez, vous voyez d'autres ONG aussi peut-être sur le terrain ? Oui, alors les résidents de Monaco, ils continuent de nous aider. Je suis très contente. J'aimerais dire merci à tout le monde qui me voit. C'est super. Et notre prochain projet, ce sera aussi avec les résidents de Monaco, la compagnie Stripe. On fera les modules des bénévoles. Donc, par exemple, s'il y a des frappes et il y a les structures qui viennent enlever tout ça, donc il y a les gens qui sont sortis de chez eux. Et ce sera un minibus avec une tente. Donc, on pose la tente et ensuite, les gens qui sont sortis de chez eux parce que la maison, elle était détruite ou bien touchée. Donc, ils peuvent boire un thé, manger quelque chose et attendre pour que les structures débarrassent tout ça. Donc, on aura des psychologues, on aura l'électricité, de l'eau chaude, on aura des douches, des toilettes. Donc, c'est génial. Et on fait ça grâce aux résidents de Monaco. Merci beaucoup, Caterina Fede, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup.
Un peu plus de légèreté avec la Thébaïde ou une après-midi tranquille, c'est le titre de la pièce de théâtre écrite par Marie Mateille, ancienne professeure de français à Monaco. Une comédie sur les liens familiaux et sur la question du bonheur. Gaëtan Lebrun et Alexa Vial ont rencontré l'auteur et comédienne en pleine répétition. Où est ma fille? Pardon? Ma fille et le vieil imbécile qu'elle veut épouser. Je veux la ramener à la maison. Et si lui essaie de m'en empêcher, oh, je lui arrache les dents. C'est l'histoire d'une femme dont le divorce a été prononcé la veille. Parce que son mari n'était pas très sérieux. Et puis finalement, après avoir eu plein d'aventures, il a rencontré une belle jeune femme pour laquelle il a tout cassé. Et là, c'est la première fois qu'elle est toute seule. Elle vient d'hériter d'une vieille maison de sa grande-tante. Elle est triste, mais elle espère être tranquille. Et voilà, elle va vivre tranquille, etc., etc. Et en fait, sa fameuse après-midi tranquille, ça va être une succession de visites plus ou moins impromptues, organisées par son fils qui lui annonce qu'il s'expatrie. Et comme chez maman, c'est quand même plus commode, eh bien, il a rassemblé tout le monde chez maman. Elle peut même pas s'échapper, la pauvre. Il lui annonce, ils sont tous en route. Et elle va les voir arriver. Et ça va faire pas mal d'étincelles et des moments que j'espère drôles, et des moments émouvants, parce que pour elle, la situation n'est pas facile. Surtout que son mari n'a rien trouvé de mieux que d'arriver avec sa nouvelle future épouse. Donc voilà quoi, c'est amusant moyen pour elle. Et donc c'est notre Nathalie qui a accepté de jouer ce rôle et qui est le centre de l'action. Et nous on est là autour comme des mouches plus ou moins pénibles à l'embêter. Et c'est à découvrir les 14 et 16 mai au Théâtre des Muses. Ils se produisent, eux, spécialement pour les seniors. Les membres de la compagnie artistique de Femmes Leaders Mondial Monaco ont offert un spectacle d'1h30 à des centaines de personnes âgées venant des maisons de retraite entre Cannes et Menton. Un moment de partage à l'espace Léo Ferré, couvert par Alban Gingembre et Hugo Comasa. 1, 2, 3, 4, musique. Opéra, danse classique, chorégraphie, chant, tout y est pour offrir aux seniors un moment divertissant et joyeux. C'est super, le spectacle est magnifique. Voilà, danseuse, chant, un spectacle fabuleux. J'ai l'habitude, alors je viens tous les ans. J'appartiens à un groupe qui a organisé la sortie, donc je me suis inscrit. Ça nous sort un peu de la maison, hein. De toute façon, ça change un petit peu de l'ordinaire. Hein. Un spectacle offert aux seniors par la compagnie artistique de l'association Femmes Leaders Mondial Monaco qui se prépare tout au long de l'année pour se produire sur scène bénévolement. Les personnes âgées, souvent, il faut le dire, on ne fait pas beaucoup de choses pour eux. Hein. Et donc pour eux, c'est une vraie sortie. Il y en a des fois, c'est leur sortie annuelle. Donc on leur donne du bonheur et nous, on est contents aussi. C'est vraiment un acte d'amour que l'on fait. Ce spectacle était le dernier produit à l'espace Léo Ferré. L'an prochain, les seniors seront accueillis dans la nouvelle salle Live by Léo Ferré. Il fait beau, il fait chaud, les conditions idéales pour profiter de la plage. Ça tombe bien, le concept La Plage Mort revient pour la saison au Méridien Beach Plaza. C'est une sorte de passe journalier qui offre un accès non seulement à la plage privée de l'hôtel, mais aussi au sauna ou à la salle de sport. Théo Schumer, Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus ont testé pour nous. Plage Mort, c'est l'offre que propose le Méridien Beach Plaza. L'hôtel est le seul établissement du pays à avoir sa propre plage privée. Alors, à l'aube de la saison estivale, il commence à recevoir de nombreux clients, mais qui ne résident pas forcément à l'hôtel. Bienvenue au Méridien Beach Plaza. La plage Mort, c'est véritablement l'ouverture de notre plage privée, le seul hôtel avec une plage privée à Monaco, à l'ensemble de la communauté locale monégasque et plus si affinité pour venir profiter de nos installations et de notre superbe plage à Monaco. La Plage Mort, c'est bien plus qu'une offre, c'est tout un état d'esprit. Avec l'accès à la plage, ses transats, mais aussi à l'ensemble des services de l'hôtel. La piscine intérieure, les bassins extérieurs, la salle de gym. Le tout nouveau Studio 22 pour suivre des cours de pilates ou encore de yoga. Évidemment, vous aurez également accès aux différents points de restauration.
le restaurant La Langue Bar qui vous sert sur la plage, mais vous avez aussi plein d'autres possibilités d'aller manger au Muse qui ouvrira le 7 mai. Donc le Muse aujourd'hui, depuis 2023, est vraiment le restaurant incontournable de l'été à Monaco, sous la Pinède, entre la plage et la piscine. Vous avez évidemment le Café Lacoste qui a ouvert le 14 juillet dernier, où vous pouvez avoir une restauration très créative, très Frenchy, mais très créative. Et aujourd'hui, on a aussi lancé le restaurant japonais, le Sen, qui sera aussi également ouvert le midi. Ce mois-ci, l'hôtel débutera également ses activités nautiques, le paddle, le kayak, le ski nautique ou encore le e-foil. Et si vous venez en famille, les enfants auront comme chaque année leur Kids Club à partir du mois de juillet et qui sera cette fois-ci agrandi. La plage Edmore, c'est une offre globale proposée au prix de 85 € par personne, sans compter les consommations au bar et au restaurant. Le Méridien, tout est possible. Même dans un seul endroit, la gastronomie, le bien-être, le balnéaire, la plage privée, tout est possible ici et bien sûr avec le sourire, avec un service qui reste notre signature. En tout cas, ça donne envie. C'est sur cet esprit de vacances que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les photos qui vont s'afficher dans quelques instants nous immergent au cœur de la Monaco Art Week, à laquelle 14 galeries et maisons de vente ont participé cette semaine. Juste après la météo de Marie Bonnet-Blanc, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info et vous dis à demain, 18h30. Bonsoir à tous. De la grisaille demain qui annonce un début de semaine plutôt pluvieux. Le ciel sera donc couvert avec quelques nuages. Côté température, il fera 14 degrés le matin et jusqu'à 18 dans l'après-midi. En ce 3 mai, ce sera la journée mondiale de la liberté de la presse, instaurée en 1993. C'est le moment de se rappeler que plusieurs journalistes à travers le monde risquent la mort ou la prison en transmettant des informations. Ce sera également l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Philippe.